Bonjour tout le monde, vous êtes toujours sur Radio Campus Amiens 87.7. On se retrouve pour la Gaming House. Je suis en compagnie de Maxence. Salut. De Nico. Salut. De Gregson. Salut. Et de Suki. Salut. Et tout de suite, on enchaîne sur les news. Bon allez, Gregson, je te laisse commencer. Petit projet ukulélé. Présenté comme ça, c'est toujours... Donc moi, ça va être la news Nostalgie Faux Espoir. Alors, je vais parler d'un studio qui s'appelle Playtonic Games, qui est un studio fondé par des anciens de Rareware. Donc je pense que Tsuki connaît Rareware. Paix à leur âme. Exact. Donc Rareware, c'est un studio qui est à l'origine de Donkey Kong Country, Banjo-Kazooie, GoldenEye, Perfect Dark, que des grands jeux des années 90 et début 2000. C'est un studio qui s'est fait racheter par Microsoft en 2002, si je ne m'abuse, 2003, enfin bref, dans ces eaux-là. Et à partir du moment où ils ont été rachetés par Microsoft, ils ont fait que des jeux moisis. Ou un peu moins moisis, mais pas fous. Alors qu'ils avaient un héritage quand même assez incroyable. Donc certains de Rareware s'en sont allés pour aller fonder leur studio, Playtonic Games. Et ils ont teasé une annonce par le biais d'une image. L'annonce d'un jeu qui s'appellerait le projet Ukulélé. Voilà. Donc, je parle de faux espoirs d'espoir surtout, parce que l'image montre un buisson, un peu typé Pixar. Voilà, le rendu de l'image est un peu dans ces eaux-là. Un buisson avec deux perdus à l'intérieur. On voit rien de plus. Et là où je dis que ça donne de l'espoir, c'est que ça fait penser au fait à Banjo-Kazooie, dans le sens où voilà, le rendu graphique assez cartoon rappelle Banjo-Kazooie de l'époque de 64. Et le fait qu'il y ait deux perdus montre qu'il va y avoir deux personnages. Et autre chose importante, c'est que ça s'appelle le projet Ukulélé. Et Banjo-Kazooie, le nom des personnages est basé aussi sur un instrument. Donc le kazoo pour Kazooie et le banjo pour banjo. Donc là, peut-être que le bonhomme, il s'appellera Ukulala ou un truc dans le genre, je sais pas. Et donc voilà. Mais oui. Et la licence n'appartient pas parce elle appartenait à, elle était chez ça sera Nintendo. pas un banjo. Hein, elle était chez Microsoft et du coup. Ah là, elle appartient à Microsoft et ce sera pas un banjo, mais ça sera potentiellement le fils spirituel de Banjo-Kazooie fait par des anciens de Rare et donc ça pourrait être cool. vraiment bien. Voilà. Et petite chose importante, c'est que donc ce projet va être annoncé durant un événement qui s'appelle le EGX Raised, donc RE2ZED, je sais pas ce que ça veut dire. Et ils vont faire un panel qui s'appellera La Réunion de Rare, la renaissance du platformer 3D. Alors la renaissance du platformer 3D avec un truc qui ressemble quand même grandement à Banjo-Kazooie, moi je dis, j'ai hâte de voir ça et j'espère qu'ils vont nous faire un bon petit jeu comme ils savaient en faire il y a bien longtemps. Très bien, je te remercie, Ericsson. On va enchaîner avec Maxence. Et ben moi je vais faire la petite rubrique hardware. Je vais pas parler de jeux vidéo à proprement parler. Merci Maxence, on peut se Non mais plus sérieusement, il s'est passé il y a pas longtemps le GDC. Alors attention, c'est le Game Developers Conference à San Francisco, où en fait des développeurs montrent leurs prochaines nouvelles technologies, font des annonces, etc. Et du coup, j'ai relevé quelques annonces intéressantes, notamment de la part de Steam, le géant de la distribution numérique des jeux vidéo, qui se met à la réalité virtuelle. Bon, je sais, je vous embête encore avec ça, mais c'est quand même une sacrée annonce parce qu'il y a beaucoup de concurrents qui se lancent sur le marché avec l'Oculus, Razer, Samsung, etc. Et là, c'est vraiment un géant du jeu vidéo qui s'y met. Et du coup, il a annoncé les caractéristiques techniques de ce produit. Alors, il pourra afficher du 1200 par 1080 pixels pour chaque œil, qui est donc un peu plus élevé que la concurrence, pouvant atteindre les 90 images par seconde. 90 mais attention, miles à l'heure, t'as dit 90 images à l'heure, ouais. Je me suis trompé d'émission. Et en fait, le casque peut afficher ça, mais il faut bien savoir que c'est la machine dont vous disposez, le PC, qui fera les performances du casque. Hein. C'est le casque peut afficher ça. Il sera disponible normalement à la fin de l'année, mais l'équipe de développement commence déjà en ce début d'année à être diffusée un peu partout. Voilà, et du coup ça c'est une sacrée nouvelle. Je continue avec Steam toujours, qui annonce un petit boîtier qui s'appelle Steam Link, qui va vous permettre en fait de streamer vos jeux PC, par exemple dans votre salon, si vous n'avez pas envie de déplacer votre salon dans votre chambre, votre ordinateur dans le salon. Vous pourrez mettre votre petit boîtier à côté de votre télé, et ce petit boîtier coûtera à peu près 50 €.
il pourra donc diffuser des jeux en HD en 60 fps, mais là pareil c'est votre PC qui fait le calcul, du coup si vous n'avez pas un bon PC, il faudra pas croire que la machine va faire du Juste 60 service, fps. comme un service de streaming en fait. Voilà, sauf que le c'est- boîtier stream la machine. Voilà, sauf que c'est local, hein, ça fait streamer directement votre PC et ça va coûter seulement, je sais pas si je l'ai dit, 50 €. Du coup c'est pas si cher que ça, mais c'est pas forcément un indispensable. Si vous pouvez déplacer votre PC, je vous conseille de le déplacer, quoi. Mais ça empiète un petit peu sur les services de sharing de Sony et Xbox où t'as juste à appuyer sur une touche et ça le partage en ligne, non? Ah non, ça n'a rien à voir. En fait, Ouais, ça te permet celle-là, de c'est sur le streamer, ça te permet de jouer à tes jeux PC dans le salon, assis Ah, sur d'accord, ton ok, canapé. d'accord, Non, j'avais c'est pas pas, compris. Ok. c'est pas un C'est un enregistrement. relais, quoi. Voilà, c'est un relais, exactement. J'aurais dû être un peu plus précis là-dessus. Et on reste toujours un peu dans le même domaine avec le streaming, mais je change de constructeur. Là, c'est Nvidia qui s'y met. Avec la Nvidia Shield, bon, il avait déjà fait une sorte de tablette où vous pouvez streamer vos jeux PC, une manette avec un écran où vous pouvez streamer. Sauf que là, c'est presque, c'est l'équivalent du Steam Link. Et sauf que, en fait, comment dire ça de façon simple et concise, vous streamez en fait des jeux sur des serveurs de Nvidia. Du coup, c'est pas votre PC qui fait le calcul là cette fois. La promesse de Nvidia, c'est de faire tourner des jeux en 1080p et en 60 fps, mais à partir d'un serveur. Du coup, vous n'avez pas directement vos jeux, vous louez vos jeux. Voilà, du coup, c'est intéressant. Ils promettent que ça marcherait même avec des petites connexions, avec une latence maximale de 125 millisecondes. Sauf que c'est beaucoup trop. Ouais. Et apparemment, les premiers essais dans le salon sont pas énormes, sont pas très convaincants pour le moment. Il faudra attendre un petit peu. D'accord. Du coup, voilà. D'accord, bah très bien, je te remercie. Puis Nico, on va continuer avec toi. Ouais, moi je vais parler d'un MMORPG pas très connu, World of Warcraft. Je sais pas si ça vous dit quelque Non, ça me chose. dit rien du tout. Il dit rien du tout. Et il est plutôt pas mal, je l'ai essayé, Ah ouais tu devrais t'y mettre. Moi, une fois, je l'ai fini. Pas mal. Non, c'est juste qu'on va pouvoir enfin échanger du temps de jeu contre de l'or. Donc c'est une pratique qui est déjà existante dans Wildstar notamment ou EVE Online, avec l'apparition du WoW Token. Donc pour les gens, par exemple, qui sont en déj d'or, on pourra acheter maintenant un jeton WoW dans la boutique en jeu contre de l'argent réel, puis le revendre par la suite à l'hôtel des ventes. L'hôtel des ventes, c'est pas encore le même truc. C'est pour manger. L'hôtel des ventes contre des pièces d'or au prix courant. Inversement, si on souhaite avoir du temps de jeu, il suffira en fait d'acheter ce jeton à l'hôtel des ventes dans un nouvel onglet qui s'appelle temps de jeu, si je dis pas de bêtises, avec de l'or et le convertir en 30 jours de jeu. Alors vous allez me demander comment sera fixé en fait le prix du jeton en or. Blizzard ont annoncé en fait qu'il sera fixé le prix sera basé sur la fameuse loi de l'offre et la demande. Donc pour ceux qui savent pas, plus il y aura de demande, plus le prix du jeton sera élevé, et à l'inverse, si l'offre dépasse la demande, le prix diminuera. Donc en fait, quand vous mettrez en vente le jeton, le montant potentiel sera affiché et vous déciderez donc de le mettre ou non. Il n'y a pas d'enchère, c'est un seul prix fixe, et c'est pour moi une manière de lutter contre le gold farming. C'est plutôt pas mal, et du coup ils n'ont pas encore communiqué en fait le prix du jeton en argent réel qui sera vendu Moi, je pense que par le biais de la boutique. ce sera l'équivalent de 30 jours de jeu, quoi. Je sais pas, ouais. Au niveau du prix. Ce sera aux alentours de ça. Aux je alentours pense. de ça, voilà, un jeton, parce que du coup, il se sera utilisable par la personne. Donc, Ouais. s'il achète le jeton, il faut que ce soit équivalent à 30 jours environ. Mais in-game, dans le jeu, je pense que ça devrait monter. Si ça monte beaucoup, ça peut faire du 50 000 pièces d'or, mais ou mini 10 000, 5 000, je pense. Mais vraiment minimum 5 000. Mais là, je m'attends à des miracles, quoi. Et le fait que Activision Blizzard propose ce système maintenant, c'est une sorte de... L'abonnement marche plus trop bien. Pourquoi ils font ça? Peut-être aussi pour s'adapter à la concurrence. Enfin, comme Nicole disait, Wildstar le fait, et je ne sais plus qui d'autre. EVE Online. Donc voilà, c'est une façon aussi de grappiller peut-être des parts de marché, même s'ils sont pas trop mal revenus Parce sur le qu'ils sont milieu quand du même, MMO. Ils sont quand même bien leaders dans ce marché. Ah oui, Mais je pense que plus ils ont de personnes, mieux c'est pour eux, quoi. Ouais, je pense que c'est ça. Parce Il y a que certainement des gens qui pouvaient peut-être plus se permettre d'acheter un abonnement qui vont faire ça. du côté de l'abonnement, ils ont repris des couleurs là depuis la sortie de la dernière extension. Donc, Qui est vraiment bien. Qui est vraiment bien au passage. Grégoire, le patch 6.1, il en parlera peut-être dans un coup de gueule dans une émission extérieure, mais non, c'est sympa en tout cas. Ça arrangera, je pense, d'un côté les joueurs qui sont en déj d'or et qui en veulent, et de l'autre côté les en ont gros beaucoup gold trop. farmers qui en ont beaucoup trop, qui pourront Qui payer savent leur plus quoi pour ouais, voilà, faire. leur Mais temps de jeu.
Mais du coup, ça va faire bouger les pièces d'or. Et quand tu achètes un jeton à l'hôtel des ventes, il y a une partie de l'or qui est prise par l'hôtel Ça, je crois pas, des ça, par ventes. contre. Non, il me semble pas. Il semble pas. Non. Je suis plus Je sûr. crois pas. Il m'a semblé voir sur Judge Hype que justement, il y aurait aucun. Il y aurait aucun prise. Non. Parce que les gobelins, généralement, ils se prennent une belle Ouais. part d'or. Mais sur les, alors, à vérifier, mais il me semble que j'ai lu qu'il y aurait pas, Ok. il y aurait pas de part prise par l'hôtel des ventes. Mais il y a moyen que le prix du jeton monte beaucoup. D'accord, très bien. On va finir les news avec Tsuki. Oui, moi, je vais vous parler de David Gator. Alors, David Gator, qui c'est David Guetta. Non, David Gator. Mec, je vais couper ton David micro, Gator. fais gaffe. Ça y est, j'ai les boutons, je peux te couper ton micro. Désolé, j'arrête là. David Gator, c'est le scénariste de Dragon Age qui nous annonce qu'il passerait sur une autre licence de chez BioWare. Mais alors, la licence, il peut pas dire sur laquelle il va. Je vais vous parler un peu du monsieur. Il est derrière tous les opus de la franchise Dragon Age et il décide de partir après le dernier Dragon Age Inquisition qui est mieux que le 2. C'est pas dur. C'est pas dur parce que le 2 était vachement moins bien. Et donc du coup il part sur un autre projet. Il a notamment travaillé sur Baldur's Gate 2, donc sur CV ça fait bien, sur Neverwinter Nights et surtout sur Star Wars Knights of the Old Republic. Alors je sais qu'ici il y a un grand fan des KOTOR. C'est moi. Voilà. Et donc la grande question c'est sur quelle licence il va. Alors est-ce que c'est le nouveau jeu Mass Effect? Mais dans ce cas-là il aurait pu en parler. Parce qu'il dit qu'il ne peut pas en discuter, donc il peut pas vraiment dire sur quelle licence il allait. Donc si ça avait été Mass Effect, le jeu il est annoncé depuis X temps, on sait très bien qu'il va sortir, qu'il y a du développement, etc. Donc est-ce que ce serait pas une nouvelle grosse... Bah, il est annoncé oui et non, quoi. Enfin, on sait, Ouais. ils en parlent de plus en plus, mais officiellement, rien n'a été communiqué à ce niveau-là. Mais je veux dire, ça c'est sert, pas ça sert à rien tabou. de dire qu'il travaille sur Mass Effect maintenant. Il aurait pu le dire bien avant. Si Ouais, il ouais, dessus, quoi. ouais. Et du coup, est-ce que ce serait possiblement une nouvelle licence BioWare? Voilà, ça pourrait être vachement intéressant. Et je sais qu'ils avaient des idées comme ça, de nouvelles IP, comme ils disent dans le jargon, et dans des trucs genre un futur un peu futuriste, mais pas à la Mass Effect, un peu plus proche. Donc tu penses qu'ils sont, selon toi, si jamais c'est une nouvelle licence, ça voudrait dire que les mecs bossent en même temps sur cette licence-là et sur le développement de Mass Effect 4? Alors c'est peut-être juste le développement parce que là c'est le scénariste, donc c'est peut-être juste le début exact. d'une nouvelle licence. Ouais, peut-être. Et Mass Effect ce serait le prochain gros jeu. Et Dragon Age il laisse pas tomber, hein. Il y a un autre mec qui est Paul Weeks, je crois, qui va prendre les rênes de Dragon Age. Donc à mon avis il laisse pas tomber cette licence là, mais Mass Effect à mon avis ce sera la grosse licence et par derrière BioWare se garde un petit truc au chaud et ça m'étonnerait pas qu'on en entende parler. Ouais. Et justement, on sait qu'avec Dragon Age, c'est l'univers médiéval fantasy, c'est la SF avec Mass Effect. Tu penses qu'il pourrait s'orienter vers quel type d'univers? Moi, j'ai de l'espoir pour un Star Wars KOTOR 3. Oui, Voilà. oui. Bah, C'est peut-être, beau hein. d'avoir des espoirs comme ça. C'est beau, c'est bien d'être naïf. Et Bah, ils ont encore la main sur les licences Ouais, Star ouais, Wars. ouais, c'est pas faux, mais, Mais le MMO Star Wars, justement, il a pas pris la place de ces jeux-là. Enfin, je demande ça. plus ou moins quand même. Dans l'esprit, sur l'esprit KOTOR peut-être. Ouais. Mais bon, on peut rêver parce qu'il y a quand même une certaine demande à ce niveau-là. Mais bon, c'est naïf de penser ça, mais j'ai de l'espoir, quoi. Donc il y avait des images qui avaient été mises en ligne sur un concept, un prototype de jeu et justement voilà c'était plutôt du futuriste mais futuriste proche, c'est-à-dire pas dans l'espace, etc. D'accord, très bien. C'est de fabuleuses news. Hein. Merci beaucoup Willou. Désolé. En tout cas, on va enchaîner avec un petit morceau. Je vais laisser Nico l'annoncer. Ouais, alors c'est une musique issue d'un album dont je vous parlerai dans mon coup de cœur. La musique s'appelle The Curse of Monkey Island et c'est tiré de l'album Legacy Session Game Generation 5. Et on revient tout de suite.
Alors désolé, ce n'était pas Monkey Island comme vous avez pu vous en rendre compte, mais Mountain of Patron du jeu Algarna, repris par le groupe Sword of Justice, et c'est composé à la base par le grand Yuzo Shiro. Voilà. Et tout de suite, on passe au débat. Bon messieurs, aujourd'hui on va parler du modding. Alors savez-vous ce qu'est le modding? Peut-être pas forcément derrière votre poste de radio. Alors tout simplement c'est le fait de personnaliser un jeu, on fait vraiment ce qu'on veut dans les jeux. On va aller un peu plus loin en profondeur, donc qui veut peut-être commencer? Allons-y. Alors, si à la base on voulait parler du modding, c'était parce qu'il y a eu une petite news intéressante par rapport au jeu Skyrim. Bethesda a levé la limitation en termes d'espace de mods applicable au jeu Skyrim. C'est-à-dire que désormais, on peut mettre autant de mods qu'on veut sur le jeu, et c'est super intéressant parce que la communauté de modeurs sur les jeux Bethesda en général assez grande et assez prolifique, et ça permet d'avoir des jeux totalement différents de ce que les développeurs ont pu faire à la base, et parfois même on peut se retrouver avec des expériences dans une certaine mesure presque supérieures à ce qui a pu être fait, et du coup je pense que c'est intéressant justement de revenir sur la notion de modding, parce que il y a cette idée là, donc de dire qu'on peut améliorer un jeu solo et de le rendre plus beau, plus complet, tout ça, mais il y a aussi l'idée de dire que ça aboutit à d'autres choses telles que des jeux compétitifs issus de jeux solo. Je pense par exemple à Counter-Strike, ou alors qui est issu de Half-Life, ou par exemple à Dota qui est issu de Warcraft 3. Voilà, donc Defense of the Ancient. Donc il y a pas mal de choses à dire sur le modding. Par quoi vous voulez commencer? Non, bah moi j'ai plus rien à dire. Vous avez rien à dire? Ok. Non, pour rebondir sur Skyrim, pas trop fort quand même parce que voilà, c'était complètement nul. Pour rebondir sur Skyrim, en fait, j'ai relancé le jeu récemment et j'ai installé pas mal de mods, et je trouve, le jeu, franchement, il est. Alors sans les mods, je pense que je pourrais plus vraiment y jouer parce que je trouve l'interface est super rigide. Ouais, c'est une interface console pour un jeu Ouais, PC. c'est une interface console, et l'interface avec une nouvelle interface, c'est franchement sympa. Enfin, il y a même un mode qui ajoute carrément une zone complète en plus qui s'appelle Falskar, et on peut rajouter des coiffures. Et ça, on peut peut-être en parler un peu plus sérieusement de cette zone. Donc c'était de quel modeur? Non, on n'a pas le nom, bien entendu. Mais il faut savoir que c'était un mec qui s'était dit tiens, Skyrim c'est pas assez long, j'ai envie de faire quelque chose en plus, et il a quand même rajouté 15 heures de quête, Ouais. une nouvelle partie à la map, voilà. Puis Et il avait avoué aussi que c'était aussi un CV pour Bethesda parce qu'il voulait se faire embaucher par les équipes des Elder Scrolls. Et donc voilà, mais c'était fabuleux quoi. Le mec a réussi à créer du jeu en plus. Est-ce qu'il s'est fait embaucher? Il me semble que oui, je mettrai pas ma main à couper, mais il me semble que oui. Parce que je me baladais, je rentre dans les donjons et tout, et je suis tombé dans la zone, et je voulais pas du tout y aller pour l'instant, je voulais juste continuer la quête. Du coup j'ai dû recharger une sauvegarde, mais alors le problème c'est que c'est en anglais, et beaucoup des mods très bons de Skyrim notamment sont en anglais. Mais après je vais sur un site qui s'appelle Nexus, et qui réunit à peu près tout ce qui se fait pour Skyrim, pour The Witcher, Oblivion, Fallout, c'est énorme. Et voilà. Et du coup, j'en viens à penser que des fois, le modding peut devenir quelque chose d'un peu indispensable sur certains jeux. Alors il y a des exemples concrets pour rester dans l'exemple des Elder Scrolls. À chaque fois qu'un Elder Scrolls sort, il est fini, comment dire ça, il est pas optimisé, il y a des bugs et tout ce qui va avec. Et depuis Morrowind, en gros, on est obligé d'attendre que la communauté fasse le patch parfait elle-même avant les développeurs, quoi. Et la plupart du temps, le patch de la communauté est plus efficace que celui des développeurs. Donc en fait, les mods maintenant se rapprochent plus du patch c'est du boulot de développeurs qui sont en train de faire. Il y a de toutes sortes, mais il y a des patchs. Ouais. Je sais que par exemple, je t'avais fait installer le patch sur Dark Souls, Exact. Ouais. qui est juste, mais c'est même pas dire il est indispensable, c'est que c'est obligatoire, quoi. Il faut savoir que pour Dark Souls, le jeu il a été porté directement de console à PC, et en fait, il y a eu aucun travail sur l'optimisation du PC pour exploiter sa puissance, etc. Et c'est un joueur qui en moins de 48 heures, il me semble, en 24-48 heures, qui a fait un patch et qui débride le PC. Le jeu est plus bloqué à 30 images par seconde, mais à 60. Les textures prennent la haute définition, réellement. Il y a des surfaces, on redécouvre le jeu, il y a des effets de lumière, des reflets. C'est même plus un mode, c'est un patch. Enfin,
Je comprends pas pourquoi certains développeurs ne font même plus tout leur travail, quoi. C'est. Ça- Vas-y. Mais justement, j'avais une question là-dessus. Je vais reprendre. Enfin, tu parlais de Skyrim, Grégoire, mais est-ce que tu penses que Bethesda, de ce côté-là, ils font leur jeu et je veux dire, ils font exprès entre guillemets de pas terminer le jeu, de laisser des bugs pour laisser la communauté entre guillemets Non, je pense s'occuper pas. de C'est tout juste ça. qu'ils sont pas doués. Pas pour les bugs, non. Non, ouais, ils ont un grand problème d'optimisation, ils l'ont toujours eu, et leurs jeux sont assez immenses, et ça demande un temps de développement assez énorme, en fait. Donc, Quand tu vois l'ambition des jeux, enfin l'ambition d'un Skyrim, c'est la zone de. C'est un open world, mais c'est de l'open world, mais enrichi au. ouais, C'est assez énorme. Ouais, mais tu vois, enfin, je veux dire, GTA qui est un jeu pas mal modé aussi. Enfin, je veux dire, alors je sais pas, je vais prendre le parti du mec qui connaît pas grand chose au niveau du mode, mais GTA, alors je sais pas, est-ce que justement c'est le même constat par exemple pour Rockstar? Enfin, je veux dire, ça arrive rarement que des GTA sortent buggés et que la communauté, tu vois, doivent s'occuper. Alors pourquoi Bethesda prennent pas le temps de mettre, je sais pas, peut-être 2-3 ans de plus pour peaufiner le jeu et ne pas laisser plus de souci place au modding, économique quoi. aussi. Un Elder Scrolls, ça prend déjà 5 ans à sortir, entre chaque épisode, en général, enfin en moyenne. Et c'est pas pour manquer de respect à GTA, mais c'est bien plus dense qu'un GTA. Hein. Il y a énormément de choses à faire, les quêtes annexes sont innombrables. Et du coup, tu peux pas sortir un jeu tous les 7 ans, là, ça devient trop, tu vois. Et en ce qui concerne Rockstar, ils ont le temps de peaufiner leur jeu. Et puis après, il y a peut-être le souci de personnel humain aussi, je sais pas. Après. Et là, Bethesda, apparemment, ils prennent un schéma apparemment de plus en plus clair. C'est genre un Fallout, un Elder Scrolls, un Fallout, un Elder Scrolls. Et apparemment, là, à l'E3, ils arriveraient avec une licence, avec un nouveau titre qui serait éventuellement Fallout 4. C'est vrai qu'on parle de Bethesda depuis tout à l'heure, ils sont enfin de retour cette année à Ouais. l'E3. Ouais, ouais. Dishonored 2. Ah ouais, peut-être, ouais, on verra. Mais du coup, ce qu'il y a de bien, c'est que, tu vois, Bethesda font leur jeu et c'est blindé de bugs, etc. Mais ils laissent la possibilité à la communauté d'améliorer le jeu. Ce que certains éditeurs ne font pas du tout. Alors, par exemple, je vais prendre l'exemple d'Electronic Arts, qui, avec Battlefield 3, alors ils sortent leur jeu et ils disent, bah non, on va pas rendre le toolkit, donc les outils de développement, on va pas les rendre disponibles à la communauté parce que c'est trop compliqué. Mais le truc, ce qu'il y a, c'est que si la communauté a accès aux outils de développement, ils te font du contenu en plus, ils te font des cartes, ils te font des armes, etc. Et ce qu'il y a, c'est que les DLC deviennent donc caduques parce qu'il n'y a plus d'intérêt vu que la communauté peut le faire soi-même. C'est pour ça que les DLC, souvent sur les jeux Bethesda, etc., c'est des DLC qui sont un peu plus péchus, avec du scénario, avec des trucs, etc. Construction de maison. Voilà, des constructions de maisons. Mais après, ce qu'il y a, c'est qu'il y a certains modes qui l'ont rendu disponible. Mais du coup, c'est un DLC un peu officiel. Donc, Question un peu naïve, il est possible de modder des jeux sans l'accord du développeur ou pas? oui, si je crois que c'est possible. En mais fait, alors il c'est faut. le développeur qui laisse à la disposition de tout le monde les outils de créer des choses. Et tant que ce n'est pas commercialisé et tant que les gens ne se font pas de l'argent dessus, c'est tout à fait légal. Et tu partages ça. Et enfin, c'est juste génial. Moi, sur GTA San Andreas, Vice City, mais c'était Ah ouais, ouais. c'était la folie Pour, pure. Pour Electronic Arts, leur jeu passe par une plateforme Origins. Du coup, à mon avis, même s'il y avait un mode officieux, il pourrait pas tourner, à mon avis. Et justement, c'est peut-être un moyen genre, d'empêcher ce genre de choses. Ah oui, mais clairement. Ouais. Et pourtant, c'est dommage parce que les mods, ça donne, ça rend vivant ces jeux-là et ça les améliore, mais genre grandement quoi. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a une perte, il y a en quelque sorte une perte au niveau des constructeurs s'ils ont prévu des DLC quoi. D'ailleurs, chose importante, souvent, voilà, on est là à demander tel portage de jeu sur PC. Je pense notamment à GTA V ou même Red Dead, à son âme, il sortira jamais sur PC, soyons francs. Et ces jeux-là, si on les veut sur PC, c'est pas uniquement pour avoir de meilleures capacités graphiques ou ce genre de choses. C'est surtout pour les modder, pour pouvoir avoir un terrain de jeu et un support créatif sans limite. Et avec GTA V, je n'arrive même pas à imaginer ce qu'on pourrait faire. Ça va être génial. Et là, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les Elder Scrolls et les GTA, c'est comme la mecque du mode, quoi. C'est un truc de fou. C'est génial. Il y a aussi Valve qui a fait du bon travail avec Half-Life. Enfin, c'est quand même grâce à Half-Life qu'on a eu Counter-Strike, et c'est parce qu'ils ont justement, comme Bethesda, mis à disposition de tout le monde leur outil de création. Et quand on joue Half-Life 2, quand on voit le nombre de modes disponibles sur le Steam Workshop et tout ce qui va avec, je veux dire, avec le Garry's Mod, ce genre de choses, c'est quand même support créatif assez incroyable, et ça c'est formidable, ça donne presque des durées de vie infinies à des jeux solo, et ça c'est justement, totalement... parlons-en de Garry's Mod, parce que c'est typiquement l'exemple du jeu qui tourne grâce au mode. En fait, si personne ne mode, le jeu n'existe pas. Et Garry's Mod, c'est quoi? C'est l'outil de création qui est mis à disposition, qui est vendu, ou c'est un mode de jeu?
C'est un peu des deux, c'est un mode de jeu qui est basé sur la création en fait. Tu fais un peu ce que tu veux, tu mets les Et modèles ça que vient tu de veux. qui ça vient ça vient de Valve ou ça vient des. Non, c'est d'un- un modeur qui Ça vient de Gary, je pense. De Ouais, Gary, ouais. et du coup, non, ça a mais c'est été- ça, en plus tu rigoles, mais c'est. Mais du coup, ça a été commercialisé. Comment Ouais, ça c'était s'est, mais ça a dû être fait avec l'accord de Valve et Ouais. à mon avis Valve ont un pourcentage là-dessus, mais c'est l'un des jeux, ça a fait un carton monumental et le mec il roule sur l'or quoi. Et du coup il a lancé Rust après. Après encore, pour donner des exemples concrets, pour que les gens prennent bien la mesure du modding, on peut aussi parler de, par exemple pour les joueurs de Warcraft, on a beaucoup parlé de Warcraft aujourd'hui, mais pour les joueurs de Warcraft, il faut savoir que, je parle de World of Warcraft, il faut savoir que énormément de mods, enfin d'add-ons créés, améliorent l'interface à un point qu'en général, quelques années plus tard ou quelques mois plus tard, Blizzard font des versions officielles de ces mods pour les intégrer à l'interface eux-mêmes, parce que ils prennent la valeur du travail de la communauté. Et ça, c'est ce que tous les développeurs devraient faire. Et c'est pour ça qu'il faut aller dans le sens de la sortie de jeux sur PC, qu'il faut encourager la sortie du plus de jeux possible sur PC, parce que ça permet vraiment de stimuler la création. Et ça, c'est quelque chose d'intéressant. Et c'est marrant de voir ça avec World of Warcraft parce que souvent Blizzard décide de bannir les joueurs qui utilisent certains add-ons et en fait après ils réhabilitent l'add-on et ils l'intègrent carrément à leur interface. Donc c'est assez marrant de voir ce genre de retournement de veste. Sinon, on peut aussi parler de DZ. Enfin, peut-être tu voulais redire quelque chose, non? Très bien. Bah, du coup, peut-être parlons de DZ, qui était donc à la base un mode de Arma 2, Arma 3, Arma 2. Voilà, puis maintenant qui est passé en standalone et on se rend compte que le standalone est moins bien que le mode. Il faudrait peut-être donner d'ailleurs plus d'outils aux développeurs pour les aider à développer leur jeu, qu'enfin ils sortent ce jeu, parce que là, Ouais, non, mais- d'ailleurs à ce propos. Parce que là, donc j'avais jeté un coup d'œil, on en parlait déjà la dernière fois, si je dis pas de bêtises, et j'avais jeté un coup d'œil au calendrier des tâches à encore accomplir, et quand on voit que c'est pour 2016 l'inventaire, le fait de s'en occuper, de le trier, l'interface inventaire qui va être refaite que pour 2016, je suis désolé, mais c'est un peu du foutage de gueule. Et on parlait, depuis le début, on parle beaucoup des modes utiles, on va dire entre guillemets, mais je sais pas, je vais peut-être parler à ceux qui en ont le plus, ceux qui ont le plus fait face aux modes autour de la table. Il y a aussi, moi en fait, quand on parle de mode, j'ai plus ça en tête, c'est genre transformer des dragons en poney dans Skyrim, tout le côté, délire en fait des modes. Et je sais pas si peut-être vous avez des souvenirs justement à évoquer de ces modes-là. Quelle a été l'expérience pour vous la plus marrante autour des modes? Moi par exemple je me souviens que dans Red Dead on pouvait avoir des voitures en plein Far West. C'était des choses assez marrantes. Je parle notamment de Skyrim pour transformer les dragons en poney. Et tout à l'heure en off je le disais à Grégoire, il y a le fameux Fusroda qui peut être mis en This is Sparta. Donc tout ce genre de choses. En fait les possibilités sont tellement importantes et infinies que tout ce qu'on peut imaginer peut devenir réalité. Et c'est en ça et que c'est ça qui est génial. vraiment cool, ouais. Ouais, c'est vraiment une grande liberté. Voilà. Peut-être un dernier mot pour finir ce débat. Gregson, je te sens chaud. Je pense que si on parle de mode, faut parler aussi d'un des mastodontes actuels du jeu vidéo qui existe seulement grâce au modding. Enfin, si oui, qui existe particulièrement grâce au modding. Je pense à, pas que lui, mais League of Legends et Dota 2 sont quand même à la base des dérivés de Warcraft 3. Et c'est des choses qu'on voit bien aussi quand on joue à Heroes of the Storm. On sent bien qu'il y a cet ADN. Enfin, on se retrouve à repenser à ces parties de Warcraft 3 où on avait son héros et on voyait les prémices de tout ça et voir comment ça a évolué, c'est quelque chose d'assez fou en fait. Et je pense que ça montre vraiment qu'il faut accorder du crédit à la communauté, il faut la laisser faire, il faut lui laisser les outils pour être créative et les développeurs comprendront comme ça qu'on peut comment dire, j'ai plus le mot, à l'aide, on peut faire grandir leur jeu, c'est tout pour Ave, mais le mot était parfait, merde. Non, mais... Exalté, voilà, l'exaltation d'un jeu, voilà. Non, c'est trop tard, c'est tout. Oui, j'avoue. Désolé. Merci Grégoire. Dommage. Après t'être excité sur la table, c'était génial. Bon bah merci messieurs, on va peut-être enchaîner, faire une petite pause musicale, tout ça. Nico, je te laisse peut-être annoncer ton son. Du coup, ce coup-ci, on va éviter de froisser une fois de plus les fans de Monkey Island. On va vraiment passer la musique de Monkey Island, qui est issue, je le rappelle, d'un album intitulé Legacy Session Game Generation 5. À tout de suite.
On vient de s'écouter The Curse of Monkey Island, issu de l'album Legacy Station Game Génération 5. Et tout de suite, on passe au coup de cœur. Bon, histoire de finir le chapitre Warcraft pour de bon, je vais commencer par Gregson. Ok. On va parler de Heroes of the Storm, c'est mon coup de cœur du moment. Tous ceux qui me voient sur Battle.net se rendent compte que je joue à peu près que à ça. Donc je suis un grand joueur de LoL, pour contextualiser, j'ai énormément joué à LoL et je me suis dit bon, on va tester Heroes of the Storm, même si j'avais quelques appréhensions, on farme pas, il n'y a pas de thunes, il n'y a rien, il n'y a pas d'objets, c'est un jeu de noob. Et j'y ai joué et puis je me suis rendu compte que c'était assez addictif, que c'est bien péchu, graphiquement c'est vraiment cool. Pour tous ceux qui aiment l'univers, les univers de Blizzard, il y a du fanservice à tout va. Oui, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a du fanservice à tout va. Et voilà, c'est incroyable. Moi, j'adore Warcraft et du coup, je passe mon temps à spammer Thrall et toute la bande. Et je m'amuse vraiment beaucoup et je conseille ce jeu à tous ceux qui aiment les MOBA. Ça peut être une bonne alternative à League of Legends et Dota, même si on retrouve quand même beaucoup de joueurs de Dota. J'entends par là des Russes qui vous insultent à la moindre erreur. Mais bon, on s'amuse bien. C'est un jeu qui marche bien avec les potes aussi parce que ça stimule le côté teamfight, donc combat en équipe. Et du coup, si vous êtes sur Skype avec vos amis ou même en live, vous pouvez bien vous amuser, faire de bons combats et c'est assez intéressant. Bref, tous ceux qui aiment les MOBA et qui peuvent avoir une clé bêta, je vous conseille vraiment de jouer à Heroes of the Storm. Je vais peut-être passer une petite annonce d'ailleurs. Si quelqu'un parmi nos auditeurs a une clé bêta en trop qui nous la file, Willy en a besoin. Moi, je l'échange contre un Big Mac. Et si vous n'avez pas de clé bêta, soyez patient, le jeu devrait être disponible en open bêta ou sortir, je sais pas trop, mais en tout cas disponible pour tous d'ici le mois de juin, juillet, un truc ça va faire comme Hearthstone. Ouais, et je suis d'accord avec Grégoire, j'y joue, j'ai testé aussi, et c'est vrai que c'est vraiment du fanboy à toute patate. Hein. Je prends vraiment plaisir à jouer les héros les plus connus de l'univers de Warcraft, et comme Grégoire, je le conseille vraiment à tout le monde. Mais après, est-ce qu'il est pas trop accessible ? Est-ce qu'il est pas un peu trop simple par rapport à un League of Legends, alors que League of Legends c'est déjà pas monumentalement dur mais... Non, parce que tu regardes quand même, t'as une gestion des objectifs qui permet vraiment de mieux jouer que ton adversaire, et t'as une gestion des builds qui peut te permettre de totalement foirer ton bonhomme ou de le rendre vraiment beaucoup plus fort. D'accord. Et donc il y a quand même de quoi démarquer les bons joueurs des mauvais joueurs. Ok, mais parce que moi j'ai une clé alpha que j'utilise pas, donc elle est sur mon compte. Non, je vais le réinstaller exprès et je le lancerai en te regardant. Voilà. Après, tu me diras, tu parles des builds, mais ce sera comme dans n'importe quel MOBA, tu vois. Par exemple, je prends l'exemple de League of Legends, on trouvera forcément des sites qui te diront sur tel perso de faire tel. Ah, mais bien sûr, les guides build ils disent à tel niveau prendre tel sort et compagnie. Hein. Mais après, je suis d'accord avec Grégoire, les objectifs sont vraiment super importants pour le coup. Si tu veux gagner, et tu peux pas gagner sans les objectifs. Je lui donnerai peut-être sa chance alors. Très bien, merci messieurs. On va enchaîner avec Maxence. Alors, moi, mon coup de cœur, messieurs, c'est la gratuité. Et oui, en effet, il y a eu quelques annonces intéressantes encore ce mois-ci, là. Et en fait, c'est Epic Games, le célèbre studio de développement en Allemagne, qui met à disposition son nouveau moteur, l'Unreal Engine 4, à disposition gratuitement des joueurs. Donc, on parlait de modding et tout. Ça peut être un outil pour les joueurs qui veulent créer leur propre production. Et pourquoi il devient gratuit ? En fait, avant, il y a Epic Games qui avait mis à disposition ce moteur, mais avec un système d'abonnement, comme je l'avais dit dans une émission. En fait, ce système d'abonnement, il fonctionnait sur $19 par mois, et les développeurs de ce moteur, je dis n'importe quoi, de ce moteur graphique, s'ils l'utilisent pour créer un jeu et qu'ils le vendent, ils devaient verser 5% de leurs revenus au studio. Il n'y a plus ce système d'abonnement, mais ce système de revenus fonctionne toujours pour Epic Games, mais du coup, il rend quand même accessible un outil super intéressant. Et du coup, ça permet aussi d'être super concurrentiel avec les autres moteurs. Du coup, il y a le CryEngine qui fonctionne aussi sur ce même principe de gratuité. Il y a aussi Unity qui est aussi gratuit, il me semble, si je dis pas de bêtises. Et du coup, voilà, il y a beaucoup d'outils qui sont maintenant à disposition des joueurs pour laisser libre cours à leur créativité. Mais c'est pas fini, il y a aussi Steam, Valve qui met encore, on parle encore d'eux,
ils mettent aussi à disposition leur prochain moteur qui est le Source Engine 2. Et il sera totalement gratuit. Par contre là, ils sont un petit peu malins. C'est que ceux qui utiliseront ce moteur devront obligatoirement lancer le jeu sur Steam. C'est ce qui est normal hein, s'ils le vendent. Mais pas forcément le laisser en exclusivité sur Steam. Mais il faudra obligatoirement qu'il soit dessus. Et par contre là, à ce niveau-là, Valve est un peu plus gourmand que ses congénères. Parce que eux grattent 30% des bénéfices sur ce moteur. Comme sur les jeux que les indépendants peuvent mettre sur Steam, etc. Ouais, juste avant l'émission, je regardais justement, il y a une vidéo qui a été mise en ligne il n'y a pas longtemps sur l'Unreal Engine 4 et ils montraient en fait ce qu'avait ce moteur graphique dans le ventre et ils ont sorti une vidéo entre 1 et 2 minutes si je dis pas de bêtises en monde extérieur pour montrer justement la beauté en fait de ce qu'on peut créer avec ce genre de moteur et c'est vraiment impressionnant. Et du coup les indépendants, les joueurs qui veulent, qui sont curieux, etc. Eh ben, je vous encourage à télécharger ces moteurs qui peuvent tout simplement vous faire plaisir et faire plaisir à beaucoup d'autres gens si vous réussissez à faire des choses. Voilà. D'accord, merci Maxence. On va enchaîner avec Nico. Oui, moi je vais revenir sur la musique que vous avez entendue tout à l'heure, The Curse of Monkey Island, qui est issue donc de l'album, je le rappelle, Legacy Session Game Generation 5. Donc mon coup de cœur va parler justement de cet album. J'ai découvert ça la semaine dernière ou il y a 2 semaines si je ne m'abuse. C'est un album en fait qui reprend, c'est un medley de grandes sagas du jeu vidéo. Ça fait à peu près, alors si je dis pas de bêtises, il y a entre 12 et 15 musiques. L'album doit faire entre 55, 1 heure de musique environ. Donc dedans on trouve pas mal de grandes séries comme je le disais. Il y a du FF7, il y a du FF Tactics, Metal Gear, Pokémon, Super Mario 64, Monkey Island, Silent Hill aussi notamment. Et c'est donc des musiques de jeux vidéo qui sont reprises avec de vrais instruments. On peut trouver cet album sur Amazon Music pour moins de 10 €. Je crois que c'est 8 €, entre 8 et 9 € si je dis pas de bêtises. Et notamment sur Louder, un site justement de reprise de musique. Et franchement, pour tous les amateurs de musique et de jeux vidéo, c'est vraiment un album à avoir. Et je vous conseille très fortement de l'acheter pour un prix qui n'est pas très élevé, quoi. D'accord, merci Nico. On va finir les coups de cœur avec Tsuki. Ouais, moi je vais pas forcément vous parler de jeux vidéo, hein, c'est assez étonnant, hein, mais je vais vous parler de la série Breaking Bad. C'est mon coup de cœur du moment. Et alors je vais vous expliquer un peu le scénario pour ceux qui sont enfermés dans une grotte en plein cœur de la Cambrousse. Breaking Bad, c'est l'histoire de Walter White, c'est un professeur de chimie qui apprend qu'il a un cancer du poumon. Et pour parvenir à subvenir aux besoins de sa famille dans le futur et aux dépenses qu'engendreront sa maladie, eh bien, il va commencer à cuisiner des méthamphétamines. Et donc les méthamphétamines, c'est une drogue qui est fortement punie par la loi, aux États-Unis, partout, hein, voilà. Et pour ce faire, il va requérir l'aide de Jesse Pinkman, qui est assez énorme. C'est un de ses anciens étudiants qui est drogué, complètement à la ramasse et complètement débile. Et tous les deux, ils vont se lancer dans cette aventure. Donc par contre, le rythme est assez lent. Faut tenir 2 saisons et à partir de la fin de la 2e saison, ça décolle vraiment pour vraiment devenir vraiment très très intéressant. Progressivement, Walter White, il est englouti par ce monde alors qu'il pense avoir la tête hors de l'eau la plupart du temps. Et pourtant, non, ça va le rattraper. À chaque fois, il va y avoir des rebondissements. Et en fait, au fur et à mesure, l'argent qu'il va faire, il va le perdre à un moment ou à un autre. Ce sont de vrais cours de chimie en fait, c'est super intéressant. Il y a des choses très très intéressantes qui sont présentées, y compris le monde de la drogue qui est très très bien dépeint, etc. Les cartels, les gangs, les chefs, le fournisseur, le producteur, le distributeur. Enfin, c'est vraiment très très intéressant. On parlera à certains qui aiment être dans l'héroïne. Ouais, qui restent dans l'héroïne. Voilà, tout à fait. Il y a du suspense, il y a des rebondissements intelligents et pas trop téléphonés en fait. Ce qui fait, c'est l'une des forces de la série. J'ai hâte de voir, par contre, une fois que j'aurai fini la série, j'ai hâte de voir ce que le spin-off a dans le ventre, Better Call Saul. Qui se concentre sur l'avocat Saul Goodman, qui est un avocat véreux. Je ne sais même plus comment. Sosie officiel de Kevin Costner, s'il en est.
Oui, il ressemble à Kevin Costner, je sais pas si vous avez. D'accord, merci, Écoute, merci Toi, Gregson. Tu t'ouvres pas les yeux quand tu regardes la série. Et du coup, j'ai vraiment hâte de voir ce que tu Une petite question, est-ce que Matthew McConaughey joue dans la série? Alors oui, oui, il fait sûrement une chaise ou Non, voilà. Il est joue, présent en du- fait, il joue le rôle de Bryan Cranston qui joue le rôle de Walter White. Et justement, Ah. je voulais souligner parce que je l'ai regardé aussi cette série et le jeu d'acteur de Walter White est juste, C'est monumental. est juste Et- à souligner. Et il ouais. arrive à nous faire oublier le père de Malcolm. Ouais, C'est-à-dire que ouais, Bryan clairement. Cranston, au début, on se dit ah tiens, c'est le père de Malcolm. Et au fur et à mesure, il arrive à forger une autre identité. Et c'est là, à mon avis, la force du comédien qui du coup apparaît dans des grosses productions, genre Godzilla. Ouais, parce que c'est pas facile justement de se détacher des rôles qui sont ancrés comme ça dans la tête de tout le monde. Et pour le coup, c'est vraiment réussi, quoi. En tout cas, il aura réussi à le faire et vraiment, c'est très fort de sa part. Et sur ce, on va enchaîner sur les coups de gueule. Allez, Maxence, tu veux bien commencer, s'il te plaît? Eh oui, je veux bien. Dans la dernière émission, je parlais de mes attentes du mois et dans ce mois-ci, il y avait Evolve. Evolve, c'est du coup, je répète le principe, c'est de larguer 4 joueurs sur une carte pour chasser un autre joueur qui incarne un monstre. Et j'ai pu acheter ce jeu et j'ai pu le tester. Et en fait, c'est pas un coup de gueule, c'est une petite déception. Parce que le pitch du jeu était très ambitieux, à l'image de Left 4 Dead, ce jeu coop où on s'est éclaté quand même des dizaines et des dizaines d'heures à survivre. Sur lequel on est très mauvais, faut le rappeler. Mais vous êtes mauvais, messieurs, mais c'est tout. Là, d'autres. Et franchement, le jeu est un potentiel énorme sur son principe. Et j'y ai joué du coup avec un petit groupe pendant une vingtaine d'heures. Et on s'amuse vraiment. C'est vraiment très, très intéressant. Il y a vraiment un team play qui est bien présent hein, pour chasser un monstre qui doit évoluer à l'abri des regards pour enfin attaquer les chasseurs. C'est vraiment intéressant. Mais sur le principe, ça tourne vraiment en rond. Les maps, les différentes cartes, les environnements se ressemblent beaucoup trop. En fait, on sait jamais sur quelle carte on est. Et en fait, on s'en fiche. Et le principe de jeu, c'est-à-dire chasser le monstre, fonctionne toujours sur la même technique. C'est-à-dire que les chasseurs vont pister le monstre au début, tandis que le monstre va chasser pour se nourrir et évoluer. Et une fois que les chasseurs ont repéré le monstre, il y a différentes classes de jeu, et le trappeur va s'occuper de piéger le monstre dans une sorte de dôme géant qui est pas si géant que ça en fin de compte, et à partir de là il y a un combat qui est quand même assez c'est le foutoir, ça part dans tous les sens, les chasseurs sont éjectés par le monstre en continu, le monstre est un peu perdu quand vous incarnez le monstre. Vous êtes un peu perdu sur je dois tuer qui, le soigneur, le soutien. Enfin, vraiment, c'est très brouillon. Et au final, vous êtes enfermé dans une bulle pendant tout un combat. Du coup, même si c'est brouillon dans l'aspect, il y a quand même un certain feeling qui est intéressant. Il y a 3 monstres jouables. Ils ont une façon de jouer tout à fait différente. Les 4 classes des chasseurs sont plutôt variées aussi. Les jetpacks permettent une mobilité qu'on a rarement vue dans les jeux, mais c'est le foutoir, le principe tourne vraiment en rond, et pour ceux qui ont acheté le jeu à 60€ et qui se sont déjà lassés, c'est dur à avaler, quoi. Je lui ai mis 6 sur 10 sur le site de NonPixel, mais bon, c'est une petite déception. Mais si je dis pas de bêtises, je lisais aujourd'hui qu'ils avaient rajouté un mode spectateur sur Evolve. Ah, je sais même pas, tu sais, je suis pas retourné depuis, Il me depuis un semble, petit si je dis moment, pas de bêtises. mais c'est pas étonnant, mais Regardez, ça sert à rien, faut jouer. Déjà que jouer, c'est lassant. Très bien. On enchaîne avec toi, Nico, s'il te plaît. Ouais, alors moi j'avais pas réellement de coup de gueule en ce moment, tout me sied dans le jeu vidéo. Donc j'ai plutôt parlé d'un fail. C'est Sony au Japon qui a perdu la liste des participants du concours PS4 20e anniversaire. Donc au Japon, en fait, il y avait des personnes qui avaient acheté les PS4 entre le 4 et le 15 janvier, qui ont eu un code leur permettant d'obtenir une PS4 20e anniversaire. Donc vous savez, c'est la PS4 qui a été tirée à je sais plus combien d'exemplaires. Le truc moche, hein, c'est ça. Le truc moche. La brique blanche. Ouais, c'est ça. Et justement, en fait, les personnes ayant acheté une PS4, je le rappelle, entre le 4 décembre et le 15 janvier, avaient un code leur permettant de participer à un concours dans lequel ils pouvaient gagner cette PS4-là.
Et les personnes en charge en fait du concours ont tout simplement effacé par erreur toutes les infos concernant les participants et aucune possibilité de les récupérer. Enfin, il y avait aucune possibilité de les récupérer. Ils ont pas regardé dans la corbeille s'il y avait pas. Ils sont peut-être, faut peut-être leur écrire là-bas, regarder dans la corbeille au cas où. Mais c'est une info qui m'a beaucoup fait rire, du coup je voulais vous la partager. Ça me paraît bizarre parce que quand tu supprimes des données comme ça, il y a forcément des logiciels ou des moyens de récupérer. Ah bah des là, données supprimées, non apparemment, aucun moyen de récupérer les données n'était possible. D'accord. Alors super. c'est une grosse mistoufle en fait le concours. En fait, Ouais. il n'y avait pas de PS4. Si, c'est le patron qui l'a eu en fait. Et personne, c'était prévu que personne Bon, ne la gagne. après, les joueurs n'ont rien perdu, quoi. Le concours était gratuit, toutes ces choses-là, mais quand même, je pense aux gens qui se sont dit, ah, je vais acheter la PS4 entre le 4 décembre et le 15 janvier histoire de pouvoir participer au concours. Bah non, non, tu l'auras pas. Eh ben, c'était un joli fail en tout cas. Bah Tsuki, on Oui, continue. mon coup de gueule portera sur les portages. Et tout d'abord celui de Xenoblade Chronicle sur New 3DS. Je trouve ça inadmissible déjà de base de porter un jeu aussi puissant et aussi profond sur la nouvelle console portable de Nintendo qui appelait ça New 3DS. Je trouve ça ridicule en plus. Voilà. C'est très mesquin. Alors le problème que j'ai avec ce portage, c'est que en fait il me paraît pas efficace et il justifie pas la puissance de la console. En fait, ça me paraît bizarre parce que c'est pas beaucoup plus beau. C'est pas pourtant Xenoblade Chronicle, c'est au niveau de la modélisation des visages par exemple, c'est pas un sommet de perfection quoi. Ça fait beaucoup penser à Final Fantasy XII sur PS2. Voilà, et donc du coup au niveau graphisme c'est pas beaucoup mieux, au niveau musique c'est vraiment un portage, et du coup ça voudrait dire que la New 3DS dépasse pas la puissance d'une Wii, et ça me paraîtrait bizarre en fait. Et du coup donc il y a ça, et ensuite il y a aussi la sortie du pack FF10 10.2 HD Remaster qui va sortir donc sur PS4 et qui était déjà sorti sur PS3 mais il y a genre un an quoi. Et ils vont le sortir sur PS4 de nouveau. Seulement un an. Ça date, c'est super récent en fin de compte quoi. Ah non, oui, c'est 1 an, 2 ans grand max. Hein. Ah ouais. Parce que je l'ai acheté, je crois que je l'ai acheté, donc pas exactement, si l'année dernière je pense. Ouais, donc voilà. Donc en fait c'est vraiment très récent. Et du coup, ils vont ressortir le coffret sur PS4 parce que du coup, vu que les jeux sont pas compatibles, il faut ressortir le jeu. Donc voilà, Square ressort son FF10 10.2 HD Remaster sur PS4. Je trouve ça un peu c'est pas top quoi. En plus les graphismes sont pas beaucoup plus améliorés. Gregson avec hier on en parlait. Enfin voilà, ça veut dire que sur PS3 c'était déjà pas à fond quoi. Si les graphismes sont déjà pas. Ouais, et ça, quand on y pense, c'est un peu la loose hein, quand même. C'est Bah, un jeu de PS2, les gars, faut pas oublier. 2002. c'est un jeu de PS2 sur PS3. Normalement les graphismes tu peux pas aller plus loin quoi. Et en fait si sur PS4 je sais pas ils ont dû rajouter de la poussière quand l'héroïne est en train de danser sous l'eau sans respirer. Des effets de particules dans les menus. Et hein, voilà, pas, ouais, c'est ça, c'est tout à fait ça. Donc voilà, moi je trouve ça très dommage. Et je vais revenir justement, tu parlais de la puissance de la New 3DS qui était peut-être pas aussi forte que la Wii, mais c'est leur premier jeu sur exclu New 3DS Ouais, alors ou Xenoblade. oui, parce que c'est un jeu, c'est censé être un Alors console après, seller. peut-être qu'à l'E3 justement ils annonceront plus de titres qui eux justement voilà. démontreront la puissance de la console Mais portable. là, peut-être. je trouve ça léger de justifier la puissance de leur nouvelle console par un jeu qui est juste porté de la Wii. Enfin, la Wii, c'était pas super puissant comme console, quoi. Voilà. Et du coup, voilà. Donc Square Enix, au lieu de sortir FF10 10.2 HD Remaster, sortez-nous un vrai remake de FF7 et merde. Voilà. D'accord. Et on finira les coups de gueule sur Gregson. Alors, une fois n'est pas coutume, je vais parler de Sega et puis un peu de Sonic dans les coups de gueule. Donc, le dirigeant du studio Sega basé à Tokyo, Takashi, je sais pas si c'est un P ou un L, Lizuka, un truc Le mec dans le genre. n'arrive pas à se relire quand même. Hein. Ouais, Le concept. Comme quoi j'écris pas si bien. Donc a annoncé qu'il voulait, ça me choque un peu au passage, mais ils ont annoncé, ce mec-là a annoncé que Sega ne voulait plus se diriger exclusivement vers le marché du jeu PC et non plus console, ce qui me paraît quand même assez fou quand on connaît l'histoire de Sega. Voilà, et donc ça déjà c'est un petit coup de gueule en soi. Bon après si les seuls jeux qui sortent sur console c'est Sonic Boom, c'est peut-être un coup de cœur. Voilà, mais ils disent ne vous inquiétez pas, on continuera quand même de sortir des Sonic sur console de salon. Voilà, donc qu'on en vienne à un stade où il faut rassurer les gens en disant on va continuer de sortir des Sonic sur console de salon tellement le dernier épisode a été mauvais et mal accueilli
je sais pas, Sega là en ce moment, c'est pas plus fort que toi, c'est moins fort que tout, c'est assez incroyable. En tout cas, bon, Sega en tant qu'éditeur, ça n'a jamais été un problème. Ils ont édité pas mal de jeux pas trop mal, notamment au niveau de la stratégie sur PC, mais là, en ce qui concerne leur travail de développeur, c'est assez chaotique et assez affreux, et je sais pas s'ils pensent que c'est en arrêtant de faire des jeux consoles qu'ils arrêteront de faire des bouses intersidérales très bien, et moi je pense qu'il faudrait juste que, je sais pas, ils fassent un effort, je sais pas. Sonic Boom m'a traumatisé, je suis encore en train de pleurer dans mon lit recroquevillé tel un Tu fœtus. tapes beaucoup le poing sur la table. Non, mais je suis Il est pas scandalisé. content. Aujourd'hui, c'est le Gregson coup de n'était gueule. pas content. C'est le coup de gueule, les gars. Hein. Donc voilà, tout ça pour dire que Sega, c'est pas la joie. D'accord, merci. On va finir sur les insolites du coup. Mais une fois n'est pas coutume, c'est moi encore qui m'y colle en fait. Hein. On va parler Donc de voilà. porno. Oui, demain. Non, Sortez-le de cette émission. ouais, alors, non mais je vais couper son micro maintenant qu'on m'a donné la technique. Voilà, donc je vais essayer d'aller assez rapidement parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Alors c'est plus un fail qu'une insolite. Et c'est quelque chose qui est bon à savoir. En fait, YouTube, donc on va parler de YouTube, ils ne se font pas un copec sur les vidéos en ligne. Enfin, ils se font vraiment rien. Alors en fait, on peut se dire, ouais, c'est bien, YouTube, c'est des millionnaires, nanana, ça génère énormément d'argent. Ce qui est vrai, mais tout cet argent-là est redistribué en fait aux artistes et aux YouTubeurs, etc. Donc qui, eux, gagnent de l'argent grâce à leurs vidéos. Et en fait, après, il ne reste plus assez d'argent pour faire des bénéfices. Donc on peut incriminer en fait les gens qui se servent de YouTube comme une clé USB. Donc tous ces gens qui se disent tiens, ma vidéo je sais pas trop quoi en faire, juste pour la montrer à un copain, je vais la mettre sur YouTube et puis il y aura 2 vues dessus et du coup aucun centime ne sera généré sur cette vidéo là. Et aussi les gens qui hébergent, qui mettent leurs vidéos sur YouTube pour que ce soit hébergé pour leur site. Et du coup YouTube se fait bien avoir. Donc leurs serveurs sont énormément saturés par toutes ces vidéos là, ce qui leur coûte énormément d'argent et ce qui cause du coup ce manque de bénéfices. Non mais j'allais le dire, t'en parlais, mais ils ont déjà annoncé des alternatives à ça justement pour se faire des sous. Justement, du coup ils sont en train de réfléchir à une alternative, donc ils ont commencé à interroger les consommateurs. Donc déjà il faut bien comprendre quand même, YouTube c'est Google et Google a énormément d'argent, donc ils peuvent combler pour l'instant. Hein. Donc là-dessus pas de souci, YouTube va continuer à fonctionner pendant encore très longtemps à mon avis. Alors, il parlait actuellement d'un abonnement, donc ça serait symbolique, comme ça on aurait plus les pubs et ça serait vraiment pas grand chose, genre 5 € par mois à l'image d'un Spotify. Pouvoir regarder des vidéos sans pub et tout ça, et ça permettrait aussi de fonctionner, de se faire de l'argent et du coup améliorer le budget de YouTube. Et du coup, donc ce serait pas la solution finale, ils essayent de trouver autre chose aussi. Donc on attend de voir ce que ça donne. On va tous se retrouver sur Dailymotion d'ici 2 ans. La plateforme française. Et donc voilà, c'était l'insolite plus un fail qu'une insolite. Et sur ce, c'est la fin de l'émission. Je vais peut-être juste vite fait donner la parole à Maxence. Ouais, j'aimerais faire passer un petit message. Avec Quentin, vous savez sans doute qu'on tient un site internet Unknown Pixel pour parler d'actualité, parler de tests, etc. Et pour le moment, le site a un format un peu blog. C'est un truc qu'on a pris un peu par défaut. Et on aimerait développer cette activité, être plus sérieux, faire un peu plus pro. Et on va mettre du coup ce projet en financement participatif sur My Major Company. Du coup, on fait appel aux auditeurs, à ceux qui veulent nous encourager à faire du bon travail, à financer quelque chose de propre. Du coup, à nous suivre sur Facebook pour avoir plus de précision à ce niveau-là, si ça les intéresse de nous suivre un peu plus. Très bien. Et sur ce, messieurs, on va se quitter là-dessus. Alors, pour rappel, habituels, hein, on peut retrouver donc Maxence sur sa chaîne YouTube. Donc c'est C-Game, donc c'est des podcasts vidéo plutôt humoristiques. Donc allez jeter un coup d'œil. Et on peut aussi retrouver Tsuki, Maxence et aussi Nico sur le site Unknown Pixel. Donc pour des articles, des news et des tests de jeux vidéo. Donc voilà, on espère que cette émission vous aura plu, que vous passez un agréable moment avec nous. Et on se retrouve très vite. Ciao tout le monde. Ciao. Salut.